fait, Black Mirror, c'était un peu une sorte de retour à la réalité, de dire, bah, en fait, regardez toutes ces grosses promesses Silicon Valley, en fait, elles vont pas se réaliser, voici tous les impacts négatifs. En fait, maintenant, on vit dans un monde à la Black Mirror. Pourquoi j'ai quitté la Silicon Valley pour faire de l'ONG? Parce que tu pouvais changer quelques lignes de code sur un algorithme et puis globalement aller toucher des millions de personnes. Le président de Y Combinator, qui venait d'être nommé au moment où je suis rentré, c'était Sam Altman, et notre premier don pour Base Impact, pour notre ONG, c'était un don de Sam Altman. Donc en fait, on était vraiment au cœur du réacteur. Trouvé à la une des journaux à 20 ans. En plus, il monte le truc en épingle, donc c'est devenu le petit génie qui va résoudre le chômage. Une des faiblesses de la France, c'est qu'on a souvent du mal à faire confiance aux gens pour essayer de tenter des choses. Là, j'ai un président de la République qui, moi, du haut de mes 22 ans, me dit chiche, on y va. Donc, le premier qui crée les GI, il va gagner des trillions et des trillions. Et La plupart des missions du travail du quotidien des gens sont des choses que l'IA sera capable de faire. en fait, le vrai shift qui se passe, c'est que ChatGPT va sûrement remplacer une bonne partie des analystes McKinsey. Donc, faut réinventer le modèle économique, ça c'est sûr. Il n'y a pas de honte à dire, on veut changer le monde. Je pense qu'effectivement, c'est la fin du capitalisme tel qu'on voit aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on arrive à réécrire une histoire différente pour l'IA, et ça, c'est un choix politique, c'est pas un choix technique. En fait, il faut qu'on imagine le monde du futur. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur le podcast d'Allegria. Aujourd'hui, on va parler impact. On va essayer de faire la différence entre ce que nous vend Hollywood sur l'IA, Black Mirror et la réalité qu'on vit au quotidien. On est un certain nombre à se poser cette question régulièrement. Moi-même, parfois, je fais la comparaison, par exemple, avec ce qu'on peut voir dans le film Her. On va démêler le vrai du faux aujourd'hui avec notre invité Paul Durand. Merci Paul d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravi de te recevoir. Contrairement à certains des autres invités, nous on ne se connaît pas depuis 10 ans, mais on s'est rencontrés il y a très peu de temps. Et ça a été un vrai coup de cœur pour ce que tu fais, ton parcours. Tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. On va passer 1 heure ensemble donc, pour parler d'impact et d'intelligence artificielle. Pour toi, Paul, tu as fait finalement toute ta carrière dans l'impact, dans les algorithmes, dans l'IA. Tu as une formation à la fois, si j'ai bien compris, un peu littéraire et en même temps de maths. Comment déjà t'en es arrivé à avoir envie de consacrer ta vie à l'impact? Qu'est-ce qui a été l'effet déclenchant? Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, mais en fait, j'avais commencé ma carrière en tant que data scientist dans la Silicon Valley. Donc j'ai eu la chance assez jeune d'avoir des très beaux postes. J'étais chez PayPal pour la détection de fraude. Je suis passé chez Eventbrite, où j'étais le premier data scientist au moment où c'était encore une toute petite start-up, et derrière, maintenant, c'est une licorne, c'est rentré en bourse. Et en fait, c'est là que j'ai vu le pouvoir de ces nouvelles technologies, parce que tu pouvais changer quelques lignes de code sur un algorithme et puis globalement aller toucher des millions de personnes. Et moi, toute ma vie, en fait, je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on peut avoir de l'impact, comment est-ce qu'on peut aider les gens, et comment est-ce que enfin, il y a une sorte de syndrome de l'imposteur là-dedans, quoi. C'est bon, je peux aider avec mes 2 mains, je vais faire du bénévolat, j'en faisais beaucoup dans des abris pour SDF, des soupes populaires, et cetera. Mais bon, c'est pas forcément ce qui, pour parler bien français, ce qui scale le plus. Comment est-ce qu'on fait de l'impact à l'échelle? Bon, j'ai pas super pouvoir, comment on fait? Et en fait, c'est en voyant toute cette armada technologique qu'on déploie dans la Silicon Valley pour faire gagner quelques petits points de pourcent aux venture capitalistes, et puis derrière, ça leur fait gagner des milliards. Toi, derrière, t'es payé des millions. Et bon, tout ça, c'est bien beau, mais en fait, toute cette armada technologique, intellectuelle qu'on met au service des enjeux commerciaux, en fait, on le fait pas pour les enjeux sociaux qui sont autrement plus importants. Et c'est ce décalage-là, moi, qui me parlait pas. Et tu vois, San Francisco, c'est comme une ville un peu dystopique où on a des multimillionnaires d'un côté et puis des SDF de l'autre, et pas grand-chose au milieu. Donc, moi, j'ai toujours voulu, voilà, c'est là que je me suis dit: «Tiens, vu que j'ai toujours voulu faire de l'impact, il y a peut-être là un sujet à faire en faisant parler ces 2 mondes qui se connaissent peu». Et puis effectivement, faire parler 2 mondes qui se connaissent peu, c'est comme tu le mentionnais, c'est un peu l'histoire de ma vie, puisque j'étais à la fois intéressé par les sciences politiques et par les mathématiques. Je codais depuis que je suis petit. Pour mes parents, c'est maths sup, maths spé, Polytechnique, sinon rien. Donc l'éducation à la chinoise, stéréotype. Donc moi, J'allais te demander d'où ça vient, ce goût pour la tech et puis bon, après, j'ai pour toujours été la très geek, hein, de toute ouais. manière. Ça, on se refait pas. Et mais par contre, oui, je me suis dit la chose publique aussi, c'est intéressant. Je me suis inscrit, j'ai fait Sciences Po, donc Vous heu, étiez combien à savoir c'est, coder dans ta promo à Sciences Po? je voudrais pas le chiffrer, mais je pense qu'on était pas beaucoup. On est d'accord. Écoute, c'est super intéressant, je trouve. Je voudrais revenir avec toi très rapidement, sur ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas. Sciences Po, après, Silicon Valley, des très, très belles boîtes cotées, Bayes Impact, le Y Combinator. Comment tout ça, ça s'est enchaîné et puis finalement ton retour en France et puis,
là, un peu le gros succès de ta première partie de carrière. Raconte-moi un petit peu comment tout ça s'est enchaîné et comment ça s'est passé? Ça s'est enchaîné très vite, enfin, déjà, la première chose, c'est qu'il y a plein de choses que je peux dire maintenant avec le recul qui étaient pas du tout évidentes, Bien sûr. au fur et à mesure et typiquement, tu vois, j'ai un parcours qui à première vue, n'a aucun sens, quoi. Moi, je codais depuis que j'ai 10 ans, heu, j'ai un fonctionnement très geek, très matheux. D'ailleurs, j'ai fait des maths à Berkeley et puis en fait, finalement, je suis parti faire, Sciences Po, Mmh. à Paris donc en fait, tout ça qui n'a aucun sens, finalement, aujourd'hui, c'est exactement, finalement, la formation que je voulais me créer pour moi-même, Mmh. pour dire: «Je veux faire la tech for good». Ouais, exactement. En ayant Tu as justement, créé ton master Tech for Good toi-même en allant chercher ce dont tu avais besoin exactement. partout, en fait. Alors qu'à l'époque, je sais même pas que je voulais faire la tech for good, mais bon, finalement, avec le recul, Mmh. tout ça, enfin, tout ça est hyper sensé, même si je m'en étais pas rendu compte à Mmh. l'époque. Donc à l'époque, je pensais juste être quelqu'un de perdu qui essaie de suivre un peu par instinct de survie. Mmh. Je me dis: «Non, mais il manque quelque chose, j'ai besoin d'aller creuser là plus loin parce que je sens quelque chose manque». Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être très aligné, donc Mmh. dès que je me sentais pas forcément complètement à l'aise, Mmh. du coup, je faisais un saut de puce et puis, bah, en fait, tu te rends compte que, finalement, ça dessine, une image, cohérente. Encore une fois, tu le vois avec le recul. Tout ça, c'était hyper intéressant parce que tu vois, de faire des belles boîtes côté, de faire la start-up et puis, Y Combinator qui est le summum de la Silicon Valley Mmh. en Donc pour termes ceux qui ne connaissent d'esprit, pas, c'est vraiment l'incubateur référence parmi c'est ça. lesquels sont sorties les plus belles startups américaines ces 10 ou 15 dernières années. Oui et d'ailleurs, le président de Y Combinator, qui venait d'être nommé au moment où je suis rentré, c'était Sam Altman et notre premier don pour Base Impact, pour notre ONG, c'était un don de Sam Altman. Donc en fait, on était vraiment au cœur du réacteur et heu et tout ça, c'est intéressant parce qu'il y a des choses à en prendre, des choses à en rejeter. Mais de chaque expérience, j'en tire un apprentissage. Mmh. C'est que, la Silicon Valley, tu as ce côté, bah, déjà Berkeley, tu as ce côté, libre d'esprit où, heu, tu te rends compte qu'en fait, il y a pas de silo, que tu peux parler neurosciences, tu peux parler mathématiques, tu peux parler, philosophie dans la même journée et qu'en fait, ça se nourrit. Sciences Po, tu t'apprends aussi que le monde, finalement, il marche pas de la manière dont tu pensais naïvement Mmh. quand tu es gamin. Et puis derrière, la Silicon Valley, bon, tu as ce côté, un peu brut, bah, qui crée aussi le côté dystopique, mais Mmh. mais qui est aussi très, très puissant on se pose pas de questions, on y va à fond, sky is the limit et puis, tu vas, tu testes, voilà, tu lâches pas tes coups, quoi. Mmh. Donc ça, c'est hyper intéressant et parce qu'en plus, c'est une approche qu'on voit pas souvent dans le social, parce Mmh. que, l'ambition dans le social et d'ailleurs on y reviendra après, parce que tu parlais un peu d'échecs et souvent ça a été mal compris lorsque je disais: «Bah non, dans le social, il faut être ambitieux». Bah, bien sûr. Les Voire gens même, il disent, faut gagner de l'argent pour pouvoir avoir plus d'impact, parce que s'il y a rien à redistribuer, il y a il y pas a de il y a aussi social. il y a aussi pas de social, mais des fois, on a un peu ce côté, on veut couper les têtes et puis moi, par exemple, je pense qu'il y a pas de honte à dire: «Bah, on veut changer le monde». Il y a plein de gens qui disent: «Je veux être milliardaire, créer la prochaine Mmh. licorne». Bah, si tu dis: «Bah, moi, ce que je veux, c'est réduire le chômage, ce que Mmh. je veux, c'est réduire les violences policières, ce que je veux, c'est essayer de sauver la planète». Bon, en fait, je trouve qu'il vaut mieux être ambitieux dans ce sens-là Mmh. que dans le sens de je veux disrupter tout le monde et puis me faire un max de pognon. Donc en fait, il y a cette notion d'ambition qui est très forte dans la Silicon Valley qui est appliquée en fait au bon sujet, je pense peut être très vertueuse. Donc ça, c'est un apprentissage et puis ensuite derrière, voilà, tout le mélange des genres. J'ai monté une ONG, donc j'ai fait du pro bono, je me suis pas payé, donc je suis passé de salaire à 6 chiffres à me pas me payer pendant des années. Donc tu apprends aussi d'autres choses. Et puis derrière, en termes de retour en France, bon, bah, ça, je te laisse peut-être parler parce que c'est encore toute une grande histoire, mais On va y revenir, on va y revenir. voilà. J'avais une question, est-ce que tu as vécu Mmh. effectivement le top de l'éducation avec Sciences Po en France, le top avec Berkeley aux US? On Mmh. parle souvent des écarts d'écosystème. Est-ce que finalement cette ambition, c'est pas ça encore qui nous manque un peu ici, en France en particulier, pour, vraiment concurrencer le modèle américain dans cette espèce d'écosystème de la tech? Bah, écoute, moi, je critiquerais pas trop la France là-dessus. Je pense qu'en termes de formation, on est quand même très bon pour Très aller, bon en maths en voilà, on est très particulier. bon en maths et puis évidemment là, vu que tout le boom, c'est autour de l'IA, On a la chance c'est d'être au évidemment bon endroit au bon moment avec c'est nos ça. compétences en maths, ça c'est sûr. Après oui, il y a des différences, l'éducation à la française où tu es effectivement un peu plus dans des silos déjà. Mmh. Le simple fait que les écoles d'excellence, c'est monotache. C'est que, Mmh. tu es dans la meilleure école de commerce, bah, tu fais que du commerce, tu veux faire Sciences Po, tu fais que des humanités, tu veux faire des maths, tu fais que des maths. Alors que clairement, en fait, l'innovation, elle se passe, lorsque tu fais se parler ces mondes-là. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques faiblesses. Après, je pense que globalement, on a quand même la chance d'être très bien formé en France. L'écosystème change parce que maintenant, on commence à avoir, bah, des gens expérimentés, bah, comme toi, tu vois? Mmh.
qui ont eu cette première vague et qui derrière peuvent ensuite servir de mentor pour la génération d'après. Ça, dans la Silicon Valley, on a commencé avant. Mmh. Donc je pense qu'en France, tu vois, même il y a 10 ans, Bien sûr. on n'avait pas encore ce Il n'y ce avait pas retour-là. d'exiteurs, il n'y avait pas de gens qui C'est avaient ça, déjà fait des boîtes à 100 millions, il n'y avait pas de gens qui avaient changé le monde avec la tech avant, donc exactement. Je pense qu'il y a juste un sujet de maturation de l'écosystème qui a beaucoup changé entre-temps et aussi surtout de culture d'entreprise, en fait. Pour moi, c'est moins le fautif, c'est moins la formation et plus, si tu veux, ce qu'il y a derrière. Parce que moi, je me souviens quand je sortais de Berkeley, j'avais 19 ans, j'avais fini un peu tôt. J'étais pas sûr de rester aux États-Unis à l'époque et en fait, juste, je comparais ce qu'on me proposait, puis on me disait: «Bon, voilà, écoutez, vous êtes pas polytechnicien, vous avez pas, puis vous avez 19 ans, donc en fait, vous avez pas fait le bac+5. Je vous regarde dans la grille là, ce que je peux vous rentrer dans proposer, les ça cases. voilà, ça rentre pas dans la case, donc ce que je peux vous proposer, c'est, dans la grille là, vous êtes à ce niveau-là et vous pouvez être stagiaire pour 1 200 € net, Mmh. et puis vous allez faire les cafés, quoi». Mmh. Alors je disais: «Oui, mais attendez, Ça colle pas là, là. je sors de Berkeley, j'ai fait des trucs, j'ai enfin et comparé à, derrière, à côté, tu avais PayPal qui disait: «Bah, en fait, nous, on a besoin de repenser complètement nos algorithmes de détection de fraude. Mmh. Heu, de préférence, master ou PhD préféré avec 7 ans d'expérience, Mmh. mais en fait, bon, écoute, tu as passé les entretiens, On y va quoi. donc on y va». Ça donne beaucoup plus sa chance. Voilà, donc il y a ce côté-là et donc en fait, de se dire: «On n'est pas obligé de suivre ce moule-là», c'est je pense, c'est plus là le gap culturel. Du coup, comment est-ce que tu es revenu en France? Pourquoi tu es revenu en France? Et parle-nous un petit peu de l'aventure, Bayes Impact. Donc un peu par hasard, donc Base Impact, hein, pour le redire, c'est une ONG qui a pour mission de développer des outils technologiques, pour aider les gens, de manière assez simple. Donc on développe, des, outils surtout à base d'IA pour aider les ONG, les services publics un peu partout dans le monde à être plus impactants. Donc par exemple, nous ce qu'on là, on a un produit phare qui s'appelle Case AI et qui est un outil sorte de copilote du travailleur social Mmh. pour tous, les gens qui sont en première ligne dans le monde, qui, sont en burn-out parce qu'ils font un métier qui est extrêmement important, qui est celui d'accompagner les gens dans le besoin, mais qui n'ont pas les ressources ni le temps. Et donc de même que l'IA générative a énormément de promesses pour, les commerciaux, le support client, les avocats, les ingénieurs, il y a aucune raison qu'on n'essaie pas d'en faire bénéficier, les, travailleurs de terrain. Donc nous, c'est un outil qu'on développe, qui est open source et qu'on développe pour, parce que nous, on prétend pas que nous-mêmes, on va résoudre tous les problèmes. Par contre, les gens et les organisations qui travaillent à résoudre ces problèmes dans le monde, et qui ont souvent pas accès à la technologie, nous, on peut les aider. Mmh. Donc ça, c'est ce que fait Base Impact. Je l'ai monté en 2014 et dans 2014, enfin depuis 2014, on a fait tout un tas de choses, avant que je rentre en France. Notamment, on avait travaillé sur, la première plateforme de déclaration des violences policières aux États-Unis, qui a été lancée par Vrai Kamala sujet. Harris, voilà, qu'on a lancé sur 800 agences de police. On a travaillé sur l'optimisation du parcours des ambulances à San Francisco, donc pareil, en se disant, pourquoi Uber, peut optimiser ses flottes de taxis et pas les ambulances? Bon, ils ont plus d'argent, Ouais, c'est sûr. mais c'est pas en fait, Un peu plus c'est la vraie efficace. réponse, mais c'est Mmh. pas la réponse juste. Mmh. Et en fait, dans tout ça, je me suis retrouvé donc un peu par hasard, en fait, lors d'un passage en France à parler de cette vision et puis dedans, je racontais la vision de, pourquoi j'ai quitté la Silicon Valley pour faire de l'ONG. Et en fait, la vision de la maintenant tout le monde parle de Tech for Good, mais à l'époque, en 2014, personne n'en parlait. Super. Et donc ça a résonné, en fait. Et ce qui est assez drôle, c'est que, en fait, comme l'un des exemples de ce que pourrait faire l'IA au service enfin la data à l'époque au service de l'intérêt général, bah, je donne plusieurs exemples comme ceux que j'avais cités, ceux qu'on faisait, aux États-Unis. Et puis je dis: «Bon, pour parler d'un sujet qui est prégnant en France, ça pourrait aider, par exemple, à réduire le chômage», parce qu'il y a du chômage frictionnel. Mmh. Peut-être que si avec une meilleure utilisation des données, on pourrait aider à rogner dans ces 10 de chômage frictionnel. Mmh. Et là, il s'est passé un truc de dingue, c'est que cette déclaration-là, elle a été reprise, d'ailleurs hors contexte et montée en épingle. Et puis en fait, j'ai découvert la joie des battages médiatiques où, Tu même t'es si retrouvé à la une des journaux à 20 ans, exactement. avec un truc qui t'a sans doute un peu complètement Tu te dis: «Mais dépassé. comment tu C'est fais ça?» En incroyable, ouais. plus, et en plus, c'est l'inverse, que plus tu essaies de ralentir le truc, plus, tu essayes de ne pas parler journaliste et plus ils parlent de toi. Et en plus ils montent le truc en épingle, donc c'est devenu le petit génie qui va résoudre le chômage. Mmh. Donc moi, évidemment, j'avais qu'une envie, c'était de me cacher dans un trou et en plus je vivais aux États-Unis, quoi. Je faisais rien en France, ça pouvait aucunement être pris comme une promesse, quoi. Mais c'est passé comme un truc, c'est que, bah, évidemment, moi, qui suis très geek, tu vois? Et donc j'aime les chiffres, tu vois? C'est enfin, une exposition comme ça te met forcément mal à l'aise. Mais derrière, en fait, je me suis dit: «Mais ça ouvre quand même des choses», puisque derrière, j'ai été contacté par le cabinet de François Hollande à Mmh. l'époque, qui disait: «Bah, écoutez, Allons-y. ouais, chiche». Bah, super. Et en fait, on peut dire ce qu'on veut, tu vois? De l'ancien président Mmh.
et de la politique, ce qu'on voit vraiment lorsqu'on veut faire bouger les choses, c'est que le plus dur, c'est d'avoir l'accès. C'est Ouais. d'avoir des gens qui vous disent, «Écoute, pourquoi pas, on te donne ta chance» Souvent et les d'ailleurs, c'est meilleures ce qu'on idées viennent disait. pas d'eux, elles viennent des entrepreneurs Bien sûr. et on fait ensemble, et de toute Et puis façon on on vient a de le dire besoin sur de la faire France, ensemble. justement, une des faiblesses de la France, c'est qu'on a souvent du mal à faire confiance aux gens pour essayer de tenter des choses. Là, j'ai Ouais, un président de la République mmh, qui moi, du haut de mes 22 ans, est capable de me dire, enfin me dit: «Chiche, on y va», donc ouais. voilà. Tu Et es en obligé d'y fait, aller là. là, je me suis C'est dit: «Je suis très bien. obligé d'y aller». Évidemment, je suis hyper mal à l'aise, il faut Ouais, accepter, le feu de projecteur qui est pas du tout mon, enfin mon tropisme à moi, et en plus, ça m'a fait beaucoup de mal parce que derrière, on te reproche à toi bien d'être le sûr, mec qui essaie de se faire mousser dans les bien médias, sûr. alors qu'au contraire, je fais passer mon temps à essayer de m'en cacher. Mais si c'était le prix à payer pour avoir, cette chance d'essayer de Pour changer les changer choses, les bah, il choses. faut y aller, quoi, il faut y aller. Et donc c'est à ce moment-là que je suis rentré en France, et je pensais à l'époque juste monter l'équipe projet en France pour ce projet et puis retourner aux États-Unis. Et Mmh. puis évidemment, une chose emmène à une autre, et Embarqué, puis, en fait, je me suis retrouvé, tu pas reparti. et finalement, je suis jamais Mais on est reparti. très content que tu sois resté en France Voilà. et que tu puisses, continuer à développer tes beaux projets, d'ici. On va parler beaucoup Mmh. justement du sujet de l'IA, de la gouvernance. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est très intéressant dans ton histoire et en particulier dans ce que tu fais, aujourd'hui avec ton nouveau projet. Tu fais de la tech for good. On est tous très critiques, soit chez des GAFAM, mais pourtant tu es aussi financé aujourd'hui par Ouais. un GAFAM. Donc ma première question, c'est, finalement, l'hégémonie des GAFAM aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne chose? Quel est l'impact sur la société civile? On voit qu'ils se battent entre eux. Est-ce que finalement cette bagarre, elle doit se résoudre à une bagarre entre, Zuckerberg, Musk, Altman? Enfin, comment toi tu vis le truc de l'intérieur, en fait? Ah ça, c'est une question super intéressante et qui est, évidemment, qui est un peu nuancée. Donc nous, évidemment, pour full disclosure, on est financé par des fonds, enfin des fondations de tout type. On est financé principalement par du mécénat, parce que ça Mmh. ça nous permet de travailler gratuitement pour des ONG qui ont pas les sous, Bien sûr. et de leur apporter des solutions d'IA. Et un de nos financeurs principaux, c'est la fondation Google.org, Mmh. qui est une fondation de GAFAM, mais juste pour le préciser quand même, en fait, qui a été créée par statut, lorsqu'ils sont rentrés en bourse en 2001, avant que ce soit la superpuissance Et mondiale donc que c'est très aujourd'hui. indépendante, j'imagine aussi Voilà, donc d'ailleurs? très indépendante, puisqu'en fait, c'est dès leur rentrée en bourse, en fait, au début des années 2000, qu'ils ont décidé que 1 % des profits de Google allait aller dans la fondation. 1 des profits de Google, C'est c'est énorme. beaucoup d'argent C'est beaucoup aujourd'hui. d'argent. Donc voilà, juste pour rendre à Ouais. César ce qui est à César, il y a une vraie démarche philanthropique, au sein de la fondation Google, enfin Google.org, qu'on connaît bien. Clairement non, il faut qu'on ait un monde qui soit beaucoup plus, résilient, plus multipolaire. On peut pas dépendre des Américains, on l'a vu là avec Donald Trump. Heu, pour autant, on a vraiment besoin d'une société civile qui est très forte. Parce qu'on peut pas non plus se fier entièrement au gouvernement. Mmh. On l'a vu pendant le Covid, on le voit avec, bah, aussi aux États-Unis avec le gouvernement En Chine qui aussi, se hein, délite, en pas de Chine, souci. Mmh. et en France aussi, on a un peu cette, tendance à être un peu attentiste. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans le rejet du gouvernement en disant on a en fait, dans cette posture un peu paradoxale où on attend tout du gouvernement qui Mmh. nous résolve tout, et en même temps où en fait on est un pays un peu ingouvernable quand Mmh, même. mmh mh. Heu et en fait, je pense que la solution à ça, enfin une des solutions, hein, c'est vraiment d'avoir une société civile qui est force de proposition, qui est pas juste force de contestation, mais qui propose des choses, qui essaye d'innover. Et vu qu'en France, on est quand même très top down, ça veut dire que, par exemple, tu as l'éducation nationale et puis un point, c'est tout. Et si des gens disent: «Bah, en fait, moi j'ai une idée pour aller mieux former les gamins», ou Mmh. alors, «Tiens, là, j'ai une idée pour aller faire du dialogue, je sais pas, interreligieux à l'école, C'est de quasiment impossible l'intergénérationnel», c'est voilà, c'est très super compliqué. dur. En fait, aujourd'hui, tu es obligé d'aller passer par tout en haut et aller changer le programme, Mmh. enfin le programme de l'éducation nationale, et voilà, c'est impossible à bouger. Et donc il faut des entrepreneurs sociaux qui vont tester ces choses, et pour financer et soutenir ces entrepreneurs sociaux, en fait, on a besoin de fondations qui servent un peu de, qu'est-ce qui finance les startups? Bah, c'est, les fonds Aussi. d'investissement avec les venture capital Mmh. qui vont tester les choses parce que les grands groupes vont pas faire toute, l'innovation. Bah, c'est bien pour ça que d'ailleurs on parle de disruption et de startup. Mmh. En fait, si tu transposes ça au milieu social, tu Mmh. peux pas attendre tout du gouvernement qui c'est un peu Il y comme a les plus grands groupes. d'argent de toute façon, en plus Et donc voilà, en plus, après c'est pas qu'une histoire non, d'argent, non. mais voilà, mais aussi une histoire d'énergie. Bah, on n'arrête pas de dire, tu vois, Y Combinator, c'est le sacre des gamins sortis de Berkeley, de Stanford, du MIT, d'Harvard, à qui on file, des chèques pour qu'ils aillent essayer de disrupter les gros. Mmh. On n'a pas cette logique dans le social, Mmh. et ça peut paraître un peu bizarre, en fait, je suis sûr qu'il y aura des gens qui vont critiquer la démarche, on dit: «Ouais, mais dans le social, on veut disrupter le social, ça veut rien dire». Mmh. En fait, au contraire, je pense il faut accepter ce mélange, cette contradiction apparente parce qu'on a besoin d'innovation. C'est ça en fait le problème, c'est que si tu fais pas ça, il
peut pas y avoir d'innovation dans le social et le social a encore plus besoin, j'allais dire, C'est d'innovation ça. En fait, que le paradoxalement, on a plus privé. besoin On a et en plus fait, besoin d'innovation sociale pour aider les gens que pour nous bourrer de chips, tous les jours, encore exactement, c'est plus. dommage. Ça n'a aucun sens. Il y a une citation que j'aime bien donner qui est un des fondateurs de Cloudera, donc je la je lui pique pas, mais qui disait en fait, «Le grand drame de notre génération, c'est que les esprits, les plus brillants, de nos écoles, passent leur temps à faire cliquer des gens sur plus de pubs» Mmh. et en fait, on peut pas faire ça et tu vois, ce qui est marrant, c'est que nous, on travaille aussi dans le contexte du développement, tu vois? On travaille avec des ONG qui vont aller accompagner des producteurs de vanille à Madagascar, Mmh. par exemple, où il y a des famines, et en fait, tu dis: «Mais justement, l'IA, c'est hyper intéressant d'avoir, tu sais, l'IA Mmh. comme façon d'aller mieux accompagner, essayer d'aider ces producteurs, dans leur business pour qu'ils puissent derrière aller produire plus, et aussi pallier la famine, qu'on puisse aider, tu vois, en Ouganda, il y a une ONG qui travaille sur la santé maternelle qui a aidé à ça s'appelle Jacaranda Health. C'est une ONG qui a déployé une IA qui a permis d'aller, mieux cibler, des soins pour des femmes à risque de grossesse compliquée, de mortalité, infantile, qui sont très élevés, à l'échelle de 2 millions de femmes, tu vois? Et le mobile money, tu vois, Mmh. il a originé au Kenya, 15 ans avant que nous, on ait, Revolut et Lydia. Mmh. En fait, tu as dans les pays où en fait voilà, où en fait on avait moins d'infrastructures et donc en fait par la force des choses, tu avais besoin de cette débrouille, tu avais besoin en fait pardonnez-moi du langage, mais tu Mmh. avais besoin en fait de jeunes un peu démerdards qui Mmh. essayent de faire changer les choses et trouver des solutions. En fait, on a trouvé des solutions très vite et ça a permis de vraiment innover. Comment est-ce qu'on fait pour que nous, dans nos économies riches, développées avec Mmh. toute une histoire et un service public qu'il faut évidemment pas jeter à la poubelle, hein, une Bien sûr. tradition de service public qui est forte, qui a aussi, vraiment ses forces. Mmh. Comment est-ce que tu arrives à injecter une dose d'innovation, et une dose d'énergie, de la société civile? C'est un peu ça, tu vois, Mmh. cette En fait, équation qu'on ne sait pas trop résoudre, tu faut vois? des cerveaux, faut de l'argent, faut Mmh. des idées. Et il faut aussi, et tu en as parlé, ça va me faire le pont avec ma question suivante, aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs encore avec, Trump, avec le plan IA qui a été annoncé là, il y Mmh. a quelques jours, la nécessité, et c'était aussi le grand thème d'ailleurs du salon Rise à Paris, là, en juillet, Ouais. les infrastructures. Il va falloir des infrastructures, il va falloir du temps, d'IA, il faut, du token, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Comment on fait le lien entre les 2 autant on peut, décider comme tu le fais, de se dire, «Je fais une croix sur le salaire à 6 chiffres parce que, moi je veux du sens dans ce que je fais et finalement, j'y vais». Les Mmh. infrastructures, on fait ce qu'on veut, il faut de l'argent pour les infrastructures. Comment on arrive à faire de la tech for good dans l'IA quand on voit, qu'est-ce que ça coûte? Et puis, question bien évidemment aussi qui va derrière, l'impact, environnemental en particulier de cette IA. Comment est-ce qu'on fait que la tech for good, c'est-à-dire finalement privilégier le social, ne vient pas, impacter l'environnemental? On sait très bien que quand il y a une crise sociale et environnementale, c'est toujours le social et c'est normal qui passe devant. Est-ce qu'on n'a pas ce risque aussi là avec l'IA? Heu, Ça, tout à fait. En fait, je pense que le diable est un peu dans les détails de comment est-ce que tu fais les choses. Alors premièrement, oui, en termes d'investissement, je pense qu'en France, on a quand même pas mal d'atouts là-dedans, parce Ouais. qu'on reste comme un pays qui a des ressources, après c'est une question de choix politique de où est-ce qu'on les investit. On est un pays qui a une énergie qui est décarbonée, donc c'est Mmh. quand même, pour les data centers, c'est quand même un atout. Hem, ce qui je pense fait vraiment la différence et ça fait aussi un peu le lien avec la question, d'avant, c'est que, en France, ce qu'on sait faire, c'est des subventions, c'est la BPI qui va faire des appels à projets, mais on ne sait pas faire de l'achat. Je pense que ça fait écho Mmh. sûrement à des podcasts que tu as eu Mmh. auparavant. Mmh. Les grands groupes, ils sont frileux d'acheter, Mmh. des startups ou, tu vois, ou investir et puis derrière, ils vont aller continuer d'acheter du IBM ou ou je ne sais quoi. Et c'est souvent ça qui va manquer, tu vois, à nos champions français, au Mistral et compagnie, c'est d'avoir des revenus. Parce qu'un Mmh. euro de CA, ça en vaut, ça 10, vaut 10 € de subvention. bien sûr, c'est clair. Et en fait, tu vois, ce que je décrivais tout à l'heure, nous, dans notre milieu de la tech for good, en disant: «Il faut des partenariats entre, des entrepreneurs sociaux, la société civile et l'État». En fait, finalement, c'est le même discours qu'on tient depuis des années sur, la collaboration entre startups françaises et les grands groupes du CAC 40 qui marchent pas toujours très bien et les startups du CAC 40 enfin les grands groupes, Mmh. qui n'achètent pas les startups et du coup, c'est pour ça qu'elles se cassent toutes aux États-Unis pour faire leur marché, Mmh. tu vois? Parce qu'ici, elles arrivent pas à développer leur CA, on leur fait pas confiance. Donc tu as, une vraie question, en fait, d'avoir un peu enfin, de créer ce cercle vertueux Mmh. dans Mmh. l'économie. Ça, c'est sur la question plus financière. Et ça s'améliore? Tu as l'impression que ça s'améliore ou on est finalement, c'est toujours la même difficulté comme,
avec les universités, par exemple, et les Genre, privés où ça reste très compliqué, ça s'est amélioré un peu, mais j'ai l'impression que ça va très lentement quand même. ça s'améliore. Je pense qu'on pourrait aller plus loin, quoi. C'est comme, Mmh. il faudrait une sorte de Small Business Act à la française, mais Mmh. bon, là, je pense qu'on sort un peu trop loin Mmh. de nos sujets. Mais, quelque part, Trump nous fait un cadeau en Ouais, tant bien sûr. qu'Européens en montrant qu'on peut pas se fier, on peut pas Mmh. tout acheter des États-Unis Bien sûr, bien sûr. C'est le moment et d'agir et s'il y a un moment où on peut essayer de faire bouger les choses, c'est peut-être en ce moment, voilà. justement. Donc ça peut servir ouais, Mmh. effectivement de réveil pour l'économie française, d'aller développer des solutions ici. Ça, en Donc tout toi, cas, tu es ça, pas j'y trop crois. inquiet sur les infrastructures? Tu penses qu'on a des atouts quand même en France, qu'il y a le plan aussi de 100 milliards d'investissement dans les infrastructures et qu'il y aura forcément une partie de ça qui sera dédiée aussi à l'impact, parce que c'est quand même un peu dans notre culture aussi, chez nous de vouloir faire Bah, de je l'impact pense oui, donc parce que on a une vision de l'IA aujourd'hui, où on est en train de dire: «Il faut faire une IA qui est différente du modèle américain ou du mmh, modèle chinois» et alors on est évidemment dans la course pour essayer de faire des modèles qui sont le plus à la pointe possible, mmh, des modèles frontières, heu, mais je pense que notre twist qu'on a à l'européenne, c'est de dire: «On fait de l'IA qui a du sens» mmh mh. et ensuite pour ta deuxième question sur l'impact environnemental, alors en fait l'impact environnemental, il est surtout dans l'entraînement des modèles, parce que les gens font, les grands labos font de la course à l'échalote Mmh. sur, Modèle générique, voilà. voilà, on Des sait. gros Donc là, pareil, il modèles, y a machin. 2 grandes, j'allais Mmh, dire, 2 grandes catégories de chercheurs, ceux comme, Luc Julia et quelques autres qui pensent qu'on n'aura jamais l'AGI, donc la super mmh, intelligence artificielle et d'autres comme Musk, Sam Altman qui, foncent et c'est qui ça, investissent des centaines de milliards pour avoir cette intelligence artificielle générale qui sait tout faire, pour c'est faire ça et vas-y. en fait, tu as cette course à la frontière. Ceux qui défendent donc tu as cette 2e vision que tu décris, sont persuadés que, tu as une prime au premier qui a créé les GI et qu'en fait, le premier qui crée les GI va gagner des trillions et des trillions et donc ça mérite tous les investissements, tous les milliards et centaines de milliards que tu y mets. Ça, c'est une vraie philosophie, nous, dans le social, on n'est pas du tout là-dedans. Dans le social, on est vraiment dans une optique de dire, comment est-ce qu'on déjà on n'entraîne pas nos propres modèles souvent, Mmh. donc c'est plutôt sur de l'inférence, hein, qui est Mmh. beaucoup moins coûteuse. C'est, comment est-ce qu'on va Donc l'inférence, appliquer c'est quand tu poses ta question dans ChatGPT et que tu exactement, obtiens une c'est ça. réponse. Donc ça reste plus coûteux qu'une recherche Google, mais c'est pas non plus, Mmh. surtout si tu es sur des plus petits modèles, en fait, Mmh. tu es, finalement sur des on arrive sur des choses qui sont tout à fait raisonnables. D'ailleurs, on a même maintenant des IA qui sont assez performantes, qui fonctionnent, juste en local sur un Ouais. téléphone. Donc ça, je suis convaincu que plus les modèles vont progresser, plus on aura des modèles qui sont efficients d'un point de vue énergétique et qui seront, comme on dit, good enough, hein, désolé pour tous les anglicismes, mais pour des usages sociaux. Parce que nous, par exemple, nous, ce qu'on voit, enfin, les usages sociaux, on veut aussi le meilleur du meilleur, hein. Le but, c'est pas non plus d'avoir juste, du Mmh. médiocre. Mais une bonne partie de ce qu'on fait, par exemple, ça va être, tu vois, dans le milieu du social, par exemple, une des grosses difficultés qu'on a, c'est qu'il y a pas de données structurées, c'est pas comme dans les banques où tout est industrialisé ou dans l'industrie justement où, tu peux faire des modèles d'IA de pointe pour gagner quelques points de performance parce que tu as tout dans des belles bases bien propres. En fait, dans le social, tu traites de situations humaines, tu dois agréger, des notes sur du papier crayon, des emails qu'on t'a envoyés, un courrier d'adressage, que tu as envoyé à une assistante sociale, enfin, tu vois, c'est un peu tout ce Mmh. bordel-là. Un des cas d'usage principaux liés à générative là-dedans, c'est déjà d'aller ingérer toutes ces données non structurées et de réussir à en faire quelque chose finalement. Il y a énormément de richesse et d'intelligence, de connaissances dans ces documents-là. Ça, on sait très bien le faire aujourd'hui. L'IA générative, ça a permis de faire un vrai bond sur le Mmh. traitement, donc ce qu'on appelle en multimodal, hein, de toutes ces données disparates. Ça, c'est quelque chose qui coûte pas très cher à faire et donc le rapport, énergie, impact, pour le Mmh. coup, il est gigantesque. Est-ce que c'est comme ça d'ailleurs que tu définirais pour toi une innovation, responsable, à impact dans la tech? C'est cette capacité à la fois être efficace, à scaler, est-ce qu'il y a d'autres critères qui font pour toi, comment tu Mmh. mesures finalement la réussite, dans la tech for good d'une innovation? Alors ça, c'est pas facile parce que souvent, on se retrouve à comparer des choux et des carottes et Mmh. d'avoir une métrique one size, fits Mmh. all, ça, j'y crois moyen. Par contre, ce qui est important, c'est de définir, a priori, la métrique qu'on veut suivre et d'ailleurs, je pense la vraie différence dans la tech for good, c'est que tu définis ta métrique d'impact avant. Souvent, c'est comme ça, c'est un bon test, hein, pour savoir si on fait du, tech for good washing ou pas. Là, je regarde la caméra. C'est est-ce que tu définis ça a priori ou a posteriori, tu vois? Enfin, je fais un peu de philosophie, mais tu vois, citer Uber, pour ne pas les citer et que, tu dis: «Ah tiens, j'ai besoin de faire un rapport RSE pour me faire bien voir et puis tu sais quoi? On va dire on va trouver une métrique pour expliquer que regarde, je fais de l'emploi dans les banlieues». Il y a toujours une métrique, hein, dans ce Tu trouves cas-là. toujours une métrique. Mmh. Si tu vas la chercher, tu peux toujours trouver quelque chose a posteriori. Dans la tech for good, si tu fais ça d'une manière sincère, tu fais l'inverse. Tu dis: «Moi, mon but, j'ai ce qu'on appelle une théorie du changement. J'ai une théorie du changement qui est celle-là». Par exemple, pour Base Impact, je vous la donne, c'est,
On considère que dans le monde, ceux qui, changent les choses, c'est les travailleurs de terrain. Ces travailleurs de terrain sont exsangues, et justement ont du mal à scaler leur impact. Nous, on pense que grâce à l'IA générative, donc pour tous ceux qui font du care, on peut augmenter leur disponibilité, pour ceux qui en ont besoin et donc on pense que grâce à l'IA générative, on peut augmenter la quantité de care dans le monde. Donc voilà, donc nous, en tout cas, notre métrique d'impact, c'est ça, c'est le temps qu'on peut faire gagner, pour des gens, pour les travailleurs de terrain. D'autres ONG, d'autres projets Tech for Good auront sûrement des métriques différentes. En tout cas, celle-là, c'est la nôtre. Et donc effectivement, nous, ce qu'on mesure derrière, c'est, combien est-ce qu'on peut faire gagner de temps. Évidemment, le temps gagné, il faut qu'il soit réalloué pour aider Bien sûr. mieux et plus les gens et pas pour faire des réductions budgétaires. Donc il y a aussi une question de comment utiliser ce temps gagné et tout ça, après, tu le mets en relation effectivement avec, quel impact énergétique et cetera. Mais pour nous, l'impact énergétique, en fait, d'inférence, il est, en vrai, il est très, très faible. Je voulais revenir avec toi, très rapidement sur Bob l'emploi. Ça a Oui. été, je pense, pour les Français en tout cas, un des premiers cas d'usage, médiatisés Mmh. d'algorithmes de l'IA, avec en plus un truc chez nous hyper aspirationnel, l'emploi, c'était le truc qu'on Bien sûr, n'arrivait ouais. pas à craquer depuis des années. Hem, Comment t'expliques que qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné? Et là, j'entends vraiment sur la proposition de valeur, sur l'offre, Bien sûr, ouais. qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Alors, je veux dire, il y a un certain nombre de choses qui ont marché et du coup qu'on a réintégré dans Case AI, D'accord. notamment heu, l'apprentissage, la conviction très forte qu'on a validée, c'est que, il y a une vraie proposition de valeur à utiliser l'IA pour faire de l'accompagnement à l'échelle, enfin de Mmh. l'accompagnement personnalisé à l'échelle, en fait, heu, Là, c'était voilà. accompagner les agents Pôle emploi, Enfin avec les leurs demandeurs d'emploi les du coup, demandeurs d'emploi plutôt, c'est OK, ça. ça c'était Donc secteur. comment tu fais du sur-mesure à l'échelle, pour résoudre cette contradiction, tu vois, on dit souvent qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui peut faire vraiment des one to one Mmh. avec ses employés de manière régulière et vraiment agir un peu comme un coach aussi, pour vraiment le faire grandir. Ça demande du temps, ça demande de la disponibilité. Bah, en fait, est-ce que chaque personne qui en a besoin peut avoir Son coach voilà, son personnel, coach personnel? On n'a pas les moyens aujourd'hui de mettre, un conseiller dédié pour bien chaque sûr. personne, quoi. On n'a pas un tuteur, Un pour prof, chaque pour enfant, chaque gamin, pareil. voilà, un médecin pour chaque Mmh. patient. Mmh. Voilà, nous, ce qui est très clair et ce qui a été validé à travers Bob, c'est que, l'IA permet de faire ça. Maintenant, on a fait de l'IA en 2016, à l'époque où il y avait pas d'IA générative et cetera. En fait, nous, ce qu'on faisait, c'était une sorte d'énorme moteur de règles pour essayer de prendre toutes les combinaisons possibles de, situations personnelles de recherche d'emploi et et ensuite de les matcher avec des conseils et des ressources. Est-ce que c'est pas Ouais. maintenant qu'il faudrait faire Bob l'emploi? Ça, j'en suis absolument convaincu. Mais d'ailleurs, avec, Case AI, justement, en fait, c'est un peu une sorte de Bon emploi V2. D'accord. Comme dans tout sujet Mmh. entrepreneurial, il y a une question de timing. Bien sûr. Et je pense que bon, on était un peu tôt là-dedans après, tu vois? Donc je dirais sur les facteurs d'échec, enfin, nous, à la fin, on a quand même réussi à faire une plateforme qui a accompagné 400 000 personnes. On avait des bons taux tu vois, des hauts taux de satisfaction. Il y a plein de choses qui ont marché évidemment, sur l'impact derrière, sur le chômage lui-même, ça, Mmh. on n'a pas pu, on n'a pas trop pu bouger. Et le gros échec qu'on a eu, en fait, c'est qu'on n'a pas réussi à le réintégrer au parcours d'accompagnement Pôle emploi. D'accord. En fait, c'est comme si tu avais une sorte d'innovation extérieure, qui, Mmh. en fait, lorsque tu essaies de la greffer, bah, la greffe prend pas et puis il y a un rejet. Pour des raisons techniques, conduite du changement, politique, Un comment un peu de tout? peu, voilà, un peu de tout. Il y a des raisons techniques, il y a des raisons, oui, de conduite du changement que moi j'avais sous-estimé à l'époque, tu vois? C'est que, tu vois, faut se remettre dans le contexte, j'avais, 22 ans, enfin, à l'époque, derrière quand ça s'est monté, Première plutôt boîte. 24, tu y vas la fleur au fusil en disant: «Bah, coucou, moi j'ai quitté mon job et puis j'ai convaincu des copains qui bossent, qui gagnent des centaines de millions, de milliers, pardon, chez les GAFAM de quitter leur job, c'est hyper cool, on va essayer de faire un machin et puis, au pire ça marche pas, au mieux on a vraiment Mmh. réussi un truc, c'est super». Et en fait, tu arrives un peu la fleur au fusil en disant: «Mais qui peut être contre ça?» Bien sûr, bien sûr. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des gens contre ça. Ouais. Parce que, tu vas être face à des résistances, des gens qui disent: «Mais attends», tu des gens du privé qui vont dire: «Mais attends, moi j'ai monté une startup sur ça», Un job, donc voilà, des gens qui ont peur pour leur job et je leur en veux pas, tu vois? Mais des conseillers qui ont peur d'être remplacés et qui en plus voient ça de l'extérieur. C'est qui ce jeune qui débarque de la Silicon Valley? En plus nous, c'est pas très facilement compréhensible. On a les codes de la startup, mais en même temps on est une association 1901 donc et finalement, tu as pas vécu ce que vit un peu tout entrepreneur qui prend d'initiative ou toute personne qui prend l'initiative, forcément, tu as toujours des gens contre à partir du moment où tu essaies de faire bouger les choses. Et c'est un peu ça que tu as vécu, en fait, oui, c'est avec ça, des c'est cas comme sans doute, très rares pour une première entreprise.
qui a Je fait que pense qu'il y ça a a de monté ça, en oui. aiguille, mais c'était Oui, super. c'est ça, c'est pas c'est en fait, c'est pas différent de tout entrepreneur. Mais effectivement, moi, j'étais jeune et en plus, c'était, là, ça a été tout de suite porté à une Mmh. échelle médiatique. Je pense quand même qu'il y a des trucs à en retenir. C'est que moi, il y a quelque chose dont finalement je suis assez fier dans tout ça, c'est, bah, déjà d'une qu'on a tenu bon. Ouais, Je pense qu'on complètement, a c'est prouvé important. derrière La que résilience. enfin, c'est là que tu reconnais les vrais finalement. C'est tu vois ceux qui ont survécu à des cycles de hype et d'anti-hype parce que derrière tu te fais bâcher, mais qu'en fait tu te rends compte que tu faisais pas ça pour ça, que tu fais vraiment ça pour l'impact et que 10 ans plus tard, tu y es toujours. Bah, voilà. Exactement. C'était Mmh, pas juste pour avoir ta tête dans les journaux, finalement. ça je détestais ça en plus, enfin vraiment, Merci d'être venu aujourd'hui dans ce podcast. Non, juste pour dire, il y a quand même un truc, je me suis dit, c'est quand même important, c'est que, là je vais mettre un peu mon petit chapeau militant. Mmh. Dans la tech for good, tu as, une forme de plafond de verre où en fait, où on dit: «Bah tiens, déjà la tech for good, ça intéresse que les gens qui font de l'innovation Mmh. sociale, l'innovation publique ou» donc tu as un peu ce plafond de verre où tu es un peu relégué au, tu vois un peu la sorte de bête de foire, «Tiens regardez des gens qui font des choses bien», tu vois? Mmh. Et donc tu as un peu la petite histoire feel good en marge tu vois, en marge de la grande histoire Ouais. sur les super géants, les Musk, les Zuckerberg qui se battent entre eux et cetera, ou alors les grandes négociations syndicales, État, patron, enfin tout ça. Donc tu as vraiment une sorte de déconnexion entre les sujets du monde qui nous paraissent enfin, tu vois, tu allumes, la télé ou la radio Mmh. aujourd'hui et tu as des sujets, mondiaux qui paraissent énormes et puis à côté, tu as l'impression que la tech for good, c'est un truc anecdotique Mmh. en mode: «C'est mignon, c'est cool». Et j'en ai quand même ressorti une chose positive de tout ce battage médiatique, qui était pas évident à gérer, c'est que, heu, ça a quand même permis de porter la Tech for Good au niveau national. Tu vois? De dire: «Bah, non, en fait, si, l'ambition» et parce que oui, il faut être ambitieux, c'est vraiment dire: «Moi, je veux pas juste faire un machin là», enfin, tant mieux si j'aide quelques personnes, c'est génial. Mais, il y a un vrai sujet de chômage endémique, et moi, je veux m'attaquer à ça Mmh. et Heu, tu vois, les entrepreneurs vont dire: «Moi, j'ai mon total addressable market d'aller disrupter les prêts immobiliers». OK, bah, très bien, c'est leur droit. Bah, écoute, mon total addressable impact, Mmh. c'est le chômage. Bah, super, je vais y aller et puis vu qu'on parle de chômage, bah, il y a le président de la République qui est à l'écoute et on va faire des trucs à l'échelle de Pôle emploi. Bon, bah, ça paraissait fou, mais en fait, je pense qu'il y a pas à avoir honte de ça et tu Ouais. vois? Parce que On en revient à l'ambition, finalement. moi, dans cette période-là, tu vois, lorsque tout ça, ça s'est passé, et puis en plus, évidemment, tout le monde t'attend au tournant. Donc, dès qu'on se rend compte qu'en 3 mois, tu pas résolu le chômage avec tes 3 francs 6 sous Ouais, et 6 personnes, c'est ah, fini, ça y quoi. est, voilà, c'était ça, c'est l'échec, Voilà, le vilain et mot. ouais, le vilain mot, tu vois? Et tu envie de dire, bah et en fait, moi, tu vois, j'ai eu une période où je m'étais, justement, j'avais plus tout parlé dans les médias. Je me disais: «Mais attends, j'ai envie de faire dos rond». Bon et puis tant mieux, enfin, je me concentre sur le boulot et cetera. Mais tu avais aussi un côté où je pense qu'à force de dire: «Je vais arrondir les angles parce que j'ai compris ma leçon, il faut d'abord, faire tout ce travail de conduite du changement, dialogue social». Enfin, je dis pas qu'il faut pas le faire, il faut le faire, tu vois? Mmh. Heu, mais en fait, je me suis rendu compte des années plus tard que, OK, c'est bien d'avoir gagné en maturité sur ces sujets, mais faut pas non plus perdre le feu du début parce que c'est ça finalement qui fait bouger les Mmh. choses et tu vois, là, je me retrouve finalement 10 ans plus tard à me dire: «Bah, non, au contraire, faut peut-être retrouver un peu ce petit côté foufou et naïf, Bien sûr. de quand j'avais 20 ans et je voulais changer le monde, bah, faut pas en avoir honte». Tu sais, moi, ça me fait penser aussi à tous les entrepreneurs qui lancent leur start-up, d'ailleurs souvent poussés par les fonds. Leur seule envie, c'est de signer des grands comptes. Ils veulent absolument parce qu'ils ont Ouais. l'impression que c'est l'alpha et l'oméga de la réussite du SaaS, c'est d'avoir signé des grands comptes, tu vois? Et finalement, quand je vois ton histoire, c'est un peu la même chose. Tu vois, tu as fait Pôle emploi, tu as eu l'État derrière toi Ouais, c'est ça. et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans ton nouveau projet, tu reviens un petit peu en disant: ben en fait, tout se passe pas là, quoi, toutes Ah les oui, carrément. associations de terrain, c'est important aussi. Et je vois plein de startups aujourd'hui qui se lancent en disant: «Non, mais moi, je veux même pas aller voir les grands comptes, de toute façon, c'est trop compliqué. Par contre, les ETI, les PME, là, je peux vraiment aller faire du business». Donc, est-ce Ouais, c'est qu'en vrai qu'il y a une vraie miroir, analogie, ouais, c'est pas un complètement. petit peu la même chose que tu as vécu finalement? Je suis persuadé qu'il y a plein de leçons qu'on a dans la tech for good qui sont complètement analogues à Mmh. celles qu'on a dans le milieu, classique et à mon avis, c'est source d'espoir aussi parce Bien que tu sûr. vois, il y a 10 ans, on disait: «Bah, tiens, on est nul en startup en France, on sait pas faire de growth, Mmh. enfin de croissance». Enfin, désolé, je fais que des anglicismes, mais on a du mal à faire du capital et cetera et cetera et en fait, on se rend compte que maintenant, 10 ans plus tard, l'écosystème est beaucoup plus mature, on a nos licornes, heu, on a plein de choses qui bougent et donc si on se projette là et on se dit: «Bah, en fait, l'économie sociale et la tech for good, bah, on en est au début embryonnaire on est enfin, en fait, en 2025, on est là où était, la tech normale Il y a en 10 ans. 2010, où, tu sais, on galérait, on avait besoin de gourous comme Oussama Ammar qui du coup était voire escroc, Qui est un peu vrillé en cours de route. mais tu vois, on On le était salue là s'il où nous écoute. voilà, on le salue, où qu'il soit mais tu vois, on en était là, quoi. En 2010, c'était tu avais sorte de gourou, qui t'expliquait, que tu avais ce truc magique, ça s'appelait les Mmh. startups, tu vois? Mmh. On est heureusement
on a beaucoup avancé depuis là en 2025 et ben, je pense qu'on est sur le même truc. On est là en 2025 au tout début de la Tech for Good où on galère, on le regarde avec des grands yeux. C'est pour ça que, tu vois, quand il y a quand au début, moi, on avait vu un jeune de 22 ans en plus, tu vois, un peu coloré, vient de banlitue, revient Tu de la cochais Silicon toutes les Valley, cases. tu cosses les Tu cases cochais machin. toutes En les fait, tout cases. le monde s'est dit: «Ouh là là», C'était le enfin, tu produit vois? parfait. Tu vois, ça fait une bon, évidemment, tu vois, je me rends compte que ça crée une sorte d'objet médiatique, mais c'est parce qu'en fait, l'écosystème est pas mature et heureusement qu'aujourd'hui, en fait, moi, je suis un entrepreneur social parmi plein, et je me retrouve du haut de mes 33 ans très vieux, tu vois, en fait, à m'en retrouver presque plus comme un peu Déjà un rôle modèle. voilà, comme le rôle modèle, je sais pas, mais en tout cas, voilà, un peu comme le papy qui va être au coin du feu, essayer de raconter les Ouais. histoires, bah, comme on le fait là, tu vois? Ouais, c'est ça. Pour Mais ça qu'on est ravi de te donner la parole aujourd'hui, 10 ans plus tard. mais justement pour aider enfin, parce qu'il y a une filière de Tech for Good qui est en train de se monter. Mais t'inquiète pas, la barbe blanche, c'est encore moi qui l'ai, hein, donc je veux bien prendre le rôle du papier aujourd'hui. Je voulais revenir avec toi sur un sujet qui me paraissait important aussi. On a eu là cet été, l'annonce du plan IA des États-Unis, par Trump et moi, ce qui m'a énormément surpris, c'est, le troisième élément, il veut une technologie sans biais. La boîte, elle s'appelle Bias Impact. Est-ce que tu crois réellement à la Mmh. capacité de faire une IA sans biais? Non, non, déjà, ça veut rien dire et puis en plus, pour Trump, et du coup, on le voit à quoi ça ressemble. Quand Musk dit qu'il veut faire, de xAI une IA sans biais, en fait, il est en train de faire une IA raciste et fasciste et qui derrière, là, il a fallu la débrancher récemment Mmh. parce que, elle a développé la personnalité qu'elle appelle Mecha Hitler. Mmh. On a Heu, l'impression qu'en fait, c'est de pire en pire tous les mois. C'est-à-dire que il y en a, on essaie de les faire évoluer dans le bon sens. Là, on a l'impression que lui, c'est pire en pire tous les mois, en fait. parce qu'en fait, quand les gens disent sans biais, en fait, c'est du pipeau pour dire: «Je veux que ça ait mes biais à moi». Ouais, c'est ça. C'est Donc sans biais, c'est mes biais à moi. Donc, mes biais quand je suis chinois, mes biais quand je suis russe, mes c'est biais ça. quand je suis français ou mes biais quand je suis américain. Donc ça a juste aucun sens de parler d'une IA Non, sans non, biais. ça n'a aucun sens. Donc par contre, oui, d'avoir une IA plurielle, je pense que les modèles à poids libre, donc c'est ce que fait Mistral, c'est aussi ce que fait Alors d'ailleurs, explique-nous ce que Google. c'est les modèles à poids libre, Voilà, ce que fait c'est Mistral, c'est important. donc Mistral fait beaucoup ça, Google aussi, hein, sort, donc ils ont les gros et puis ils sortent des versions libres, Mmh. qui s'appellent Gemma. Il y a Gemini, le grand frère, pas libre et puis il y a Gemma, Libre, libre. Facebook aussi fait ça, évidemment. avec Llama. Donc les modèles libres, en fait, à poids libre, pour quand même distinguer, c'est, en gros, c'est des modèles que tout le monde peut télécharger. On a les poids du modèle, c'est-à-dire, en fait, un modèle, d'IA générative, c'est une sorte de grosse matrice, hein. C'est un fichier, Des vecteurs avec des poids exactement. pour chaque vecteur, pour faire ça. Exactement. C'est comme, si vous faites une équation basique, hein, vous essayez de prédire, le taux de plus je sais pas, le prix du vin à un instant T et tu as une sorte de formule en disant c'est, 1,4 fois la pluviométrie qu'il y a eu entre mars et juin plus x, y, z. Temps de soleil plus Voilà. machin. Donc ces poids-là, le 1,4 plus machin, ça c'est le poids d'un modèle très simple, Mmh. là que je viens de décrire. Bah, en fait, un IA générative, c'est un modèle beaucoup plus compliqué, Avec des milliards de poids. avec des milliards de poids et ensuite des trillions de lignes et des voilà. Et donc c'est en fait ça concrètement, c'est un fichier, c'est juste un fichier texte en gros qu'on télécharge, enfin un fichier avec plein de chiffres et en fonction de la taille du modèle qui fait quelques gigas ou quelques pétas, mais en fait on peut le télécharger. Donc les modèles fermés, c'est des modèles qu'on peut enfin en fait, tu n'as pas accès à ces poids-là, parce qu'ils Exactement. considèrent que ça c'est ta C'est le valeur poids qui ajoutée. fait la réponse en C'est le réalité. poids qui fait la réponse. Et un modèle à poids libre, c'est en fait, tu peux télécharger ces poids, tu peux les voir, et en fait, du coup, tu peux toi-même interroger ce poids-là, donc faire de l'inférence. C'est-à-dire, tu peux toi-même dire, si ma requête, c'est, je traduis en vecteur ma requête, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, Mmh. bah, mon vecteur, je peux le multiplier par la grande matrice dedans, enfin, je schématise. Ouais. Et derrière, j'ai mon résultat, et quand je le retraduis en mots, c'est bah, le cheval blanc d'Henri IV était blanc, et puis voilà. Enfin, Et ce qui prouve d'ailleurs, et ça c'est aussi une idée que les gens ont en tête, de la boîte noire de l'IA, ce qui est complètement faux, parce que quand tu es dans des modèles à poids libre, tu peux reconstituer le retour et savoir pourquoi l'IA t'a donné cette réponse. Alors pourquoi c'est Et pas donc toujours évident. Il y a des méthodes un peu mais d'archéologie c'est pour essayer possible, mais c'est possible. d'interpréter pourquoi est-ce qu'il aurait dit ça. Et pourquoi on dit à poids libre d'ailleurs, c'est que souvent les gens disent on fait des modèles libres, mais en fait pour que des modèles soient vraiment libres, il faut pas juste que tu aies les poids, il faut aussi que tu aies le code source qu'il a Bien sûr, entraîné et surtout les données d'entraînement. bien sûr. Et ça c'est hyper touchy parce qu'en fait bon, la plupart du temps c'est l'entraînement. Le gros secret c'est que c'est pas toujours aussi propre qu'on le dit en Oui, termes de oui, copyright et tout. exactement, bien sûr. Et puis une bonne partie en fait souvent de l'avantage compétitif des labos, c'est qu'ils ont créé des meilleures techniques pour nettoyer les données en Mmh. entrée. Donc voilà, ils considèrent que le jeu de données d'entraînement est propriétaire, ça c'est l'endroit. Donc souvent voilà, les modèles sont pas complètement libres, ils sont plutôt à poids libre. En Donc c'est fait, la petite quand on parle différence. d'open source, d'ailleurs, ça ne sera pas l'objet du jour, parce qu'on Voilà, pourrait parler pendant des heures du open source, mais c'est ça, il y a des licences différentes, il y a plus ou moins ouvert. Et exactement, effectivement, quand on dit que Llama, par exemple, est un modèle open source, c'est pas tout à fait vrai. En c'est ça. réalité, Donc il y a toute une gamme de nuances. Par contre, il y a un truc qui est très important, c'est que quand tu as un modèle, à poids libre, c'est-à-dire que
tu l'as toi sur ton ordi. Tu peux faire, tout un tas de choses qui sont très intéressantes, notamment tu peux ce qu'on appelle le fine tuner, c'est-à-dire tu peux derrière le reparamétrer et le customiser selon tes goûts. Et donc ça permet de faire plein de choses. Ça permet de l'appliquer à ton domaine à toi. Ça te permet de dire: «Bah, tiens, moi, ce que je veux, c'est faire de la santé, mentale, ou de la santé des femmes en Ouganda». Et derrière, en fait, pour revenir sur tes questions des biais, donc les biais qui sont plutôt les biais culturels, en fait, souvent, ils s'inculquent à ce niveau-là. Ils s'inculquent au moment du fine tuning. Si dans les poids, en fait, tu as une association statistique entre, je sais pas, tu veux faire de la recommandation d'emploi et entre, femmes et infirmières et hommes, c'est les ingénieurs. Il y a sûrement une pondération qui est là-dedans. Ça, c'est un exemple très clair de biais qui est dans les poids. Ça, ce sont des choses qu'en fait, sur lesquelles tu as un peu plus de contrôle sur le modèle à poids libre. Alors ça, c'est une première partie de la réponse et la deuxième partie de la réponse, c'est que, en fait, je pense qu'une IA sans biais, ça n'existe pas. Par contre, ce qui compte, c'est pas juste le modèle lui-même, l'application Mmh. de ce modèle que tu en fais. Et en fait, là, on n'est pas sur la technique, on est sur du design. Donc ce qui est très important, c'est de dire et d'ailleurs, en plus, l'AI Act le formule plutôt bien pour le coup, enfin, pour une fois qu'on va donner un compliment à l'AI Act. Mmh. C'est que, sur certains types de sujets qui sont importants, par exemple, ça implique, ça influe sur la vie des gens. Tu vois, il y a une grosse différence entre designer une IA qui prend une décision versus une IA qui suggère, tu vois? Mmh. Donc en fait, si tu fais de l'IA de recommandation d'emploi en mode plutôt sérendipité, que tu le tunes et qu'en plus tu le promptes aussi, hein, tu même pas besoin des fois de jouer avec les poids, juste tu le promptes en disant, «Tiens, ton but, c'est de proposer des pistes auxquelles on n'aura pas forcément pensé et peut-être, profites-en pour aller ou élargir le champ des possibles». Mmh. C'est très différent d'avoir l'IA à la bienvenue à Gattaca qui te dit, «Toi, ton but, c'est ça parce que tu es pas bon en Faire ce carré». métier-là et c'est tout, quoi. Donc c'est vraiment dans la façon dont tu l'utilises et il y a un concept de design qui est fondamental qui s'appelle, ça je pense que vous le faites beaucoup là chez Allegria, Mmh. c'est l'humain dans la boucle, le human in the loop. Et donc quand on le dit souvent de manière un peu générique, hein, pour dire: «OK, l'IA fait des erreurs donc aucun humain relise». Mmh. Mais en fait, quand on a dit ça, on a dit que la moitié de l'histoire. Parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est pas juste l'humain dans la boucle, mais c'est comment. Mmh. Tu vois, c'est que, par exemple, nous, on travaille avec la PHP, les diagnostics médicaux, oui, ça peut être un peu touchy, il y a des vraies questions de responsabilité. Il y a des études qui montrent que l'IA, même si en moyenne, elle fait moins d'erreurs, bon, Mmh. bah, enfin, c'est comme la voiture autonome, tu Ouais, vois. ça, elle est Il y a- meilleure, mais elle fera quand même des erreurs. Elle fera Elle pas fera quand sauver même tout des le monde. erreurs, et donc Mmh. comment tu fais? Donc on s'est dit, voilà, l'IA en diagnostic de première ligne, c'est hyper tendu. Par contre, là, ce qu'on teste, c'est on dit, bah tiens, est-ce que l'IA comme filet de sécurité pour l'erreur médicale ou pour l'oubli, ce serait pas mal? Et donc, en fait, on fait des tests où, par exemple, on a un professeur, Éric Vibert, qui est une des pontes de chirurgie du foie, qui donc traite beaucoup de cancers du foie. Il me dit: «Mais en fait, moi, j'en vois tellement, enfin, et puis les patients, c'est très facile d'oublier un truc et Bah, puis les bien sûr. recommandations, elles changent tout le temps, par rapport à l'état de Il l'art. paraît que l'erreur est humaine. L'erreur est humaine». Donc, en fait, on fait l'inverse. C'est pas l'IA qui fait et puis l'humain qui valide. On dit: «Bah, tiens, lui, il fait sa consultation». Nous, on a fait un prompt derrière qui prend ton compte rendu consultation et qui dit: «Est-ce que tu aurais pas oublié quelque chose?» Et en Mmh. fait, nous, on a vu dans les pilotes que, bah, en fait, souvent, ça faisait des trucs, intéressants parce que donc des fois, ça veut dire des choses que le gars disait: «Bah, ouais, moi, ça, je savais déjà parce que, j'en ai pas parlé, mais c'est parce que pour moi, c'est évident». Bah, Il y a fine, pas de il a sujet. juste à il y a pas de sujet, mais bon, il ignore juste l'IA. Mmh. Des fois, l'IA dit de la merde, mais bah, c'est pas grave, il en tient pas compte et puis, quand même une fois sur, 1, 2 fois sur 10, ce qui est quand même pas mal, Bah, quand il y dire: a «Ah une bah, fille tiens, j'y ai pas derrière, pensé». c'est important, Il une dit, fois sur 1 10. 2 fois sur 10, ouais, il Et en dit: fait, «Ah si tiens, j'y c'est ai pas toi qui es pensé». dans les 2 fois sur 10 avec ton cancer du foie, tu es content que l'IA était là Exactement. pour le faire. Tu vois, on a eu un cas où l'IA disait: «Attends, tu sais quoi? Dans cette indication-là, par rapport à ce cas clinique, il y a un truc, que les recommandations disent de faire, depuis récemment, c'est de faire un test de l'alpha-photoprotéine parce que ça peut changer derrière le traitement». Et tu vois, c'est un truc hyper précis Mmh. et tu vois Il peut pas lire toutes les études, il peut pas être voilà. informé de tout ce qui se passe Et et donc Rifibert, en fait, du coup, il dit ça, mais en fait, c'est génial. Justement, ce bien sûr. truc-là, j'en avais besoin, quoi. Donc voilà, c'est comment est-ce que tu designes bien le système et que tu réfléchis, en fait, en amont. Ça, tu une vraie vision de, Mmh. c'est quoi un système qui est augmenté par l'IA? Comment on améliore l'humain avec l'IA plutôt que de le Voilà. remplacer avec de l'IA? Je pense que c'est le grand sujet du Et moment. ça, c'est le grand Mmh, sujet mmh et mh. peut-être la meilleure façon de traiter ce sujet, c'est de le faire de manière proactive. Parce qu'en Mmh. fait, le risque qu'on a, c'est que les gens le font un peu en mode, réactif, avec le flingue sur la tempe. En plus, parce qu'on a plus d'argent. On fait des coupes budgétaires, donc on essaye de trouver, comment calquer l'IA, en faisant des coups de hache, sur Mmh. des process. Bah, c'est exactement ce qu'a fait Musk avec le Ouais, Doge bien sûr. et puis ça marche pas. Alors que si on le fait non pas par la contrainte, mais par choix, parce qu'on dit: «Tiens, voilà, moi je veux un futur de la prise en charge du soin qui ressemble à ça, avec l'humain ici et l'IA là», voilà, là, tu as beaucoup plus Mmh. de chances de réussir ton design. Une des raisons pour lesquelles je voulais t'inviter Mmh. aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'IA. Stephen Hawking lui-même disait à propos de l'IA: «Ça sera soit la plus extraordinaire invention de l'humanité, soit la pire». Soit la dernière. Soit la dernière et surtout ça s il y a rien de déterministe dans tout ça, c'est à nous de décider et c'est ça la bonne nouvelle de ce qu'on va en faire. Comment est-ce qu'on fait pour,
faire en sorte que l'IA rentre vraiment dans le débat citoyen? Parce qu'il y a des élections bientôt en France, on voit que c'est un sujet sur lequel les politiques finalement ne connaissent pas encore grand-chose. Comment est-ce qu'on fait surtout pour, expliquer aux Français de ne pas avoir peur de l'IA? Au contraire, c'est à eux aussi de s'en emparer puisque comme tu l'as très bien dit, une nation, ça se gère avec des hommes politiques, des entreprises, des citoyens. Il faut que tout ce monde-là Bien soit sûr. aligné. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui aux Français pour les rassurer sur l'avenir de l'IA et qui Je pense que déjà que tout le monde essaye en fait. mmh, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des a priori qui en fait n'ont jamais utilisé l'IA ou essayé d'en faire quoi que ce soit. Et on se rend compte que derrière, nous très souvent ce qu'on voit c'est que beaucoup des peurs se dissipent dès lors que les personnes prennent l'outil en main. mmh, Et donc la meilleure manière de démystifier souvent c'est de se l'approprier, c'est de tester. Et je pense qu'il y a un sujet, enfin je pense aussi passer pas mal par la jeunesse, tu vois, à mmh, l'école. Et peut-être si j'avais un truc à dire, c'est que on voit beaucoup le truc sous le, enfin par le petit bout de la lorgnette de oulala, ça fout en l'air l'école parce que les enfants ils trichent à mmh, l'école. Et en fait, on se rend pas compte que bah non, c'est une chance parce que les élèves vont pouvoir avoir un tuteur personnalisé, les profs aussi de l'aide pour personnaliser bien leurs sûr. cours. Il y en a plein qui passent beaucoup de temps pour le faire. Mmh, Même si la France se targue d'avoir un système méritocratique et qu'une école universelle, en fait, on est un des pires pays en termes de mobilité sociale. bien sûr. Parce qu'une bonne partie, en fait, c'est le capital social et culturel des parents. Déjà, si tes parents, ils ont le temps de t'aider à faire tes Bien devoirs sûr. et t'expliquer ensuite, parce que même on fait des études, etc. Mmh mh. Voilà, en fait, et ces gens-là, ils ont pas forcément le temps. Bah, comment est-ce que tu fais en sorte que, bon, sans critiquer Academia, mais bon, voilà, je pense que c'est un certain nombre de boîtes vont avoir des soucis à se faire. C'est sûr. Mais, tout le monde peut pas se payer 80 heures, enfin 80 € de D'heures cours par rapport particuliers. à la maison, bien sûr. Donc en fait, tu as tous ces trucs-là qui sont hyper intéressants pour l'éducation des enfants et puis c'est comme ça Mmh mh. l'éducation, le futur. Évidemment, ça demande une remise en cause de plein de choses, de la relation parents-prof-élèves, comment tu impliques les parents, enfin, comment tu personnalises l'école, et cetera. Et aussi un changement un peu d'état d'esprit où, plutôt que d'apprentissage, brut, je pense qu'il faudra aider les gamins plutôt à avoir des projets, tu vois? Bien sûr. Faudra enseigner c'est apprendre à apprendre, quoi, la Mmh mh. compétence du 21e siècle, D'accord. quoi. C'est donc voilà, comment est-ce qu'on suscite la curiosité, c'est ça qui est important, hein. Moi, j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir en me disant: «Francis, qu'est-ce que mes enfants doivent faire comme études?» Et à part leur dire d'être curieux et généralistes, c'est C'est ça, impossible ouais. d'imaginer les métiers de demain. Paul, ça fait 50 minutes qu'on parle. Je suis, dans l'IA tous les jours. Tu viens de me citer une dizaine de cas d'usage de l'IA dont j'avais jamais entendu parler avant. Comment t'expliques qu'aujourd'hui, finalement, on parle, que d'IA pour le business, souvent dans des mauvais usages, créer des deepfakes, les deep nudes, bref, toutes ces Mmh. saloperies qu'on voit apparaître aujourd'hui, alors que tu es en train de nous redonner confiance dans l'IA avec des trucs juste incroyables. Enfin, c'est quoi? C'est le monde qui préfère la mauvaise information à la vraie information? C'est pourquoi on n'entend pas plus de cas comme ça sur l'usage de l'IA? Bah, écoute, si j'ai réussi au moins à ouvrir une petite étincelle chez, chez des auditeurs, c'est tout gagné, c'est tout bénef parce qu'il faut plus de gens qui s'engagent sur ces cas d'usage. Je pense que concrètement déjà c'est 2 mondes qui se parlent pas. Mmh. La technologie et le social, ça reste un mélange assez incongru. Partout, hein, pas qu'en Ouais. France, hein, Ah j'ai non, l'impression. pas qu'en Partout. France. Ça partout. Tu sais, souvent quand on est un peu en retard, on aime bien dire: «Mais de toute façon, c'est pas si bien l'IA». Mmh. C'est vrai. Et il y a cette fameuse courbe, tu sais, la courbe de hype de Ouais, Gartner, là, ouais, tu ouais, vois? Où, tu as le pic, en haut c'est ça. de, enfin, je sais Après, pas si tu les te rends auditeurs compte de comprennent la le podcast, mais réalité je suis en et train de le puis dessiner, on a la vidéo, on a le son, on a tout, c'est bon. Ceux qui nous écoutent en podcast radio, ils iront regarder la vidéo. heu, voilà, donc tu as cette méga hype au début, puis ensuite tu as le côté où, en fait, tu jettes le bébé avec l'eau du bain, tu dis: «En fait, c'est de la merde, Mmh. ça sert à rien l'IA, c'est nul et puis ça va faire que des externalités négatives», et tu Mmh. te rends compte qu'en fait, petit à petit, tu as des vrais cas d'usage intéressants, mais c'est cas d'usage par cas d'usage et c'est pas la hype. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est exactement l'expérience que j'ai faite Mmh. quand on parlait de de l'historique de Base Impact avec, tout ce qui s'est passé sur Bob, nos succès, nos échecs, et la consolidation. En fait, on a vraiment suivi cette Mmh. courbe et là, je pense qu'on est encore un peu dans la phase, tu sais, de la phase descendante de la courbe, il faut qu'on arrive à se projeter, c'est Mmh. sûr. Et comment tu penses que, en tout cas, quelle est ta vision, toi, si on se projette à alors 2030-2035, déjà, est-ce que tu fais partie des gens qui pensent qu'on aura la super intelligence artificielle, la fameuse AGI, d'ici 2030-2035, comme certains nous le prédisent ou pas? Et c'est quoi pour toi le modèle de société vers lequel on va? Il y a quelques mois, Bill Gates, va dire au Saturday Night Live, qu'il y aura plus de boulot pour les Américains en 2035 ou pas plus de 2 jours par semaine. Est-ce que tu penses que c'est ça qu'on va avoir ou tu y crois pas du tout et tu penses qu'on est plutôt dans finalement une révolution schumpeterienne comme les autres, qu'il y a plein de nouveaux emplois qui vont se créer, qu'il y aura toujours du boulot pour tout le monde? C'est quoi un petit peu ta vision sur ça?
Je dirais que c'est un peu entre les 2. C'est-à-dire que, l'AGI, enfin, d'un point de vue philosophique, bon, ça, on pourra en débattre pendant longtemps. Déjà, elle n'est pas super clairement définie. C'est pas bien défini. Puis maintenant, les gens parlent même de ASI, Artificial Super Intelligence, qui sont quand même, enfin, bon, tout ça, c'est assez mal défini. D'ailleurs, on se rend compte qu'on a l'IA qui peut être très conne sur des sujets, parce qu'en fait, elle a Mmh. pas de vraie intelligence, de mon sens, mais très fort sur d'autres. Heu, il y a une définition pragmatique que j'aime bien, qui est de dire: «Bon, en fait, non, par contre, ce qui est assez clair, c'est qu'on arrive dans les 5-10 prochaines années, très clairement, à une IA qui peut avoir un niveau de performance, équivalent à la plupart de quelqu'un que tu enfin, des gens que tu pourrais Mmh. embaucher». Voilà, donc sans se prononcer sur la partie philosophique de est-ce que c'est Ouais, intelligent ou pas, est-ce que bien c'est sûr. adaptable? Il y aura un vrai impact économique à ça parce que, voilà, juste sur ce côté très terre à terre et pragmatique, Bah, la plupart des missions du travail du quotidien des gens sont des choses que l'IA sera capable de faire. Ça fait pas voilà, pour c'est ça. ça de l'intelligence pour autant. Alors, pas Mais pour autant après ça dépendra, il y a des secteurs qui vont prendre plus de temps que d'autres, y compris ceux où tu as besoin d'un côté manuel, donc mmh, il faudra peut-être attendre qu'on ait les robots pour mmh, ça et ça peut prendre encore plus de temps. Mais il y a une bonne partie des métiers de la connaissance qui vont être clairement impactés, ça c'est sûr. Après les métiers créatifs, la enfin la en fait, c'est comme ce que j'ai créé tout à l'heure, il y a une partie humaine des métiers qui sera jamais remplacée. Et l'IA, là-dedans, va surtout servir de multiplicateur de force et je mmh, pense que ça, ce sera, tu vois, ce sera très bien. En fait, quelque part, on a peur de l'IA d'un point de vue économique à juste titre, mais on peut pas simultanément, tu vois, dire, tiens, comme disait David Graeber, bah, paix à son âme, d'ailleurs, il nous manque beaucoup, je pense, parce que, tiens, il y a je sais plus quel pourcentage, mais plus de 50% de bullshit jobs. mmh, En fait, on devrait appeler de nos voeux la disparition des bullshit jobs qui, en fait, eux, clairement, vont être très rapidement remplacés par l'IA. Tous les jobs sont pas bullshit et aussi, bullshit job, il y a des tâches pas bullshit et des tâches bullshit, tu vois? Donc c'est pas aussi blanc ou noir. Je pense que le sujet, en fait, il est pas là. Il est plutôt dans le fait que, oui, c'est très bien, en fait, qu'on va rebasculer, on va redonner du temps à l'humain sur plein de choses. La vraie question, c'est un modèle économique, c'est pas technique. En fait, ces gains de productivité, est-ce qu'on s'en sert pour accroître les inégalités et avoir encore plus de milliardaires et encore plus mmh, de gens au mmh, chômage? mmh. Ou est-ce qu'on les rebascule derrière pour, les redistribuer au milieu de la société? L'histoire malheureusement, est plutôt pessimiste puisque, par exemple, on a déjà vécu ça avec les gains de l'informatique, les gains de productivité de l'informatique sur les études économiques. Bah, évidemment que l'informatique a permis des bons de productivité gigantesques dans l'économie. Concrètement, les gens travaillent pas moins et ils gagnent, moins, Mmh. même en euros réels en termes de pouvoir d'achat, tu vois? Donc il faut vraiment qu'on arrive à réécrire une histoire différente Mmh. pour l'IA et ça, c'est un choix politique, Mmh. c'est pas un choix technique, tu vois? Mais est-ce qu'on va quand même pas vers un monde, en tout cas moi c'est un peu, tu vois, l'interrogation que j'ai tout le temps et que j'essaie de partager aussi avec les entrepreneurs que je rencontre. On est quand même en train d'aller, vers un monde où il y a plus de croissance démographique, il y a plus vraiment de croissance économique, il y aura pas forcément du boulot pour tout le monde. Est-ce que ça ne veut pas tout simplement dire la fin du capitalisme tel qu'on l'a connu? Est-ce qu'il ne faut pas réinventer autre chose? Et qui réfléchit vraiment Bien au sûr. au vrai monde d'après qui est pas celui post-Covid, qui est celui post-IA en réalité? Bah, malheureusement, pas grand monde, hein, dans ce enfin bon, On est sans faire d'accord. Il y a un vrai politiquement sujet. parlant, c'est vrai qu'il y a un peu un vide. On a l'impression d'avoir, le choix entre Caraïbes de et Scylla, enfin, Mmh. je dirais pas qui est qui. Non, on a bien En compris, fait, t'inquiète. on n'est pas ici pour faire de la Non. politique, mais, bon, il y a l'IA et la planète, hein. Ouais. C'est un peu 2 grands sujets C'est les 2 gros sujets d'aujourd'hui, transformatifs, effectivement, c'est bien sûr. sûr. Et en fait, c'est vrai qu'on y pense assez peu moi de mon enfin, sans faire de leçon, en tout cas sur le sujet que je connais bien, qui est, donc dans le domaine social. On a une pénurie, tu vois, de gens qui s'occupent des gens. Enfin, on a une pénurie de gens dans le care. On a une Ouais. pénurie d'infirmiers, d'infirmières, tu vois, les Les EHPAD, EHPAD, on voit très vraiment, tu vois, tout compliqué, ce métier tout ce qui très se passe. difficile, On n'a pas assez d'aides puéricultrices, on n'a pas assez de garderie. crèches, enfin, en fait, les métiers du care, on en a besoin énormément et en fait, le problème, c'est pas que c'est pas un manque de demande. Le problème, c'est qu'en fait, il y a une inadéquation aujourd'hui entre les métiers qui ont une valeur sociale et ce qui a de la valeur Mmh. économique. Aujourd'hui, ce qui a la valeur économique, c'est d'être avocat ou d'être ingénieur, ou d'être consultant à faire des slides chez McKinsey, donc pareil. Bonjour à Pardon, nos amis de McKinsey. voilà, pardon, mais enfin, c'est tout à fait respectable. Mais tu vois, et en fait, le vrai shift qui se passe, c'est que bah, ChatGPT va sûrement remplacer une bonne partie des analystes McKinsey. Heu, et donc là, on a un peu cette crise-là économique, Mais alors ils qu'à vont pas côté, aller faire du care. ils vont pas aller faire du care. C'est pas eux qui vont s'occuper de vos parents qui commencent à être dépendants et à Mmh. qui on essaye de maintenir une bonne qualité la qualité de vie le plus longtemps possible.
Donc, faut réinventer le modèle économique, ça c'est sûr. Ça, c'est une question plus large et je pense qu'effectivement, c'est la fin du capitalisme tel qu'on voit aujourd'hui. Enfin, en fait, il faut que ce soit la fin. Mmh. Il faut qu'il y ait un nouveau capital. C'est à la fois une contrainte et une opportunité. Si, exactement. Comme on dit souvent, c'est la crise à La la peur chinoise. de la fin du modèle, mais c'est peut-être inventer quelque chose qui soit, plus soutenable, Ah, c'est sûr qu'il faut le faire. Là, on va dans un mur, en fait, si on continue dans la trajectoire dans laquelle on est. mmh Et bon, mh, ça, je suis pas le seul à le dire. c'est clair. Et par contre, oui, il faut y réfléchir. On va arriver à la fin de notre, heure passée ensemble. C'était vraiment génial. J'ai envie que tu me dises juste, d'après toi, là, tu es vraiment dans le sujet, ton outil, on l'a compris, hein, c'est vraiment un outil qui aide les associations donc à pouvoir être plus efficaces sur le terrain. Donc j'invite, toutes les associations qui sont là, je sais que, tu en as déjà beaucoup, mais il y en a encore énormément, qui vont pouvoir Et c'est attester. gratuit pour les associations, d'ailleurs. En plus, c'est gratuit pour les saisons et il faut le rappeler. Est-ce que tu vois aujourd'hui, finalement, à l'avenir, plutôt un monde à la Black Mirror avec, tous les excès, tous les biais qu'on voit? Parce que finalement, il y a un moment, il y a tellement d'enjeux financiers, il y a tellement de gens qui ont à perdre à ce que ça change, qu'on va aller plutôt vers ça? Ou est-ce que finalement tu crois à la capacité à l'humain à dompter l'IA et à mettre l'IA à son service et pas l'inverse? Bon, bah, j'y crois, sinon je ferais pas ce que je fais. Mmh. Après, en fait, la réalité, c'est que, oui, par défaut, on est dans un monde à la Black Mirror. C'est pour ça que Black Mirror a un peu du mal à se réinventer parce Mmh. qu'ils ont vu un peu trop juste. Heu, mais aujourd'hui, on a besoin de meilleurs imaginaires. En fait, il faut qu'on imagine le monde du futur. Et Black Mirror, justement, en fait, ça a fait un carton. Pourquoi? Parce que c'était, milieu des années 2010 où on était en plein dans la hype, les Mmh. startups ont tout changé. On avait ce solutionnisme technologique de l'IA va changer le monde et que la tech va Qui changer reste le monde encore pour dans les la gens. tête d'un Musk aujourd'hui, hein, très clairement. Mais bon, un Musk lui-même qui a perdu aussi de sa superbe. Oui, Je bien pense sûr, qu'on bien est sûr. et tu vois, on avait en fait, Black Mirror, c'était un peu une sorte de retour à la réalité, de dire: Mmh. «Bah, en fait, regardez toutes ces grosses promesses, Silicon Valley, en fait, elles vont pas se réaliser et voici tous les impacts négatifs» et en fait, ils avaient tout à fait raison de le faire. Donc c'est venu un peu en contrepoint de ça et c'est pour ça que ça a eu du succès. Mais en fait, maintenant, on vit dans un monde à la Black Mirror où on peut pas ouvrir les news aujourd'hui sans être déprimé. Donc Mmh. au contraire, il faut créer le white mirror, je sais pas comment tu veux Ouais, l'appeler, mais en fait, faut avoir les imaginaires parce qu'ils existent et ils sont possibles. ouais, mais il y a du boulot, hein, je te rejoins. Je vais avoir 4 questions, Vas-y, 4 simples questions, allez, vraiment hyper spontanées pour terminer. désolé Heu, parce que je sais que je suis un peu verbeux moi dans mes non, réponses. t'inquiète, il y a pas de souci, c'était très bien et j'espère que nos auditeurs ont adoré, comme moi. 1 question, qu'est-ce qui va changer d'après toi d'ici 2030 qu'on fait tous les jours et qu'on fera plus en 2030? Ah tiens, ce que j'espère, hein, c'est qu'on sera moins accro à nos écrans de téléphone. Très bon sujet, effectivement, puisqu'on va avoir sans doute des nouveaux devices et peut-être qu'on va enfin se déconnecter de ces fameux écrans. Dans 10 ans, comment est-ce que un gamin interagira pour la première fois avec l'IA? C'est quoi sa première interaction avec l'IA? Ce sera sûrement très, très jeune, hein, je pense que ça commence déjà. J'ai des amis qui ont mis leurs gamins en discussion avec ChatGPT, enfin Quel âge? supervisé évidemment, même 3 ans, hein, tu vois? 3 ans déjà? En discussion supervisée avec Ouais, le bien parent sûr. qui regarde, mais où c'est assez fascinant de voir que les gamins font pas de différence. Alors ça ouvre plein de questions et plein de risques Bien et sûr. cetera, mais c'est clair que le rapport Pour à toi, ce sera une conversation vocale sans doute? La ça je première. ça je pense. Après, il peut aussi il y a plein de risques et plein de contraintes, mais il y a sûrement aussi des opportunités à aller chercher dedans, Bien pour sûr. aider à verbaliser. Doute, 11e cas d'usage, dont tu avais pas forcément parlé, je vois il y a des gens qui explorent justement comment est-ce que pour les enfants, autistes, mmh, où on sait qu'en fait, si, très jeune, tu mets vraiment un programme avec des orthophonistes, mmh. une verbalisation accrue et cetera, que fortement augmenter en tout cas Intégration, mmh, l'intégration de l'enfant ou alors c'est très lourd, très coûteux, où en fait il y a des explorations très prometteuses qui se font avec tu vois, de l'IA générative mmh, dedans. Donc voilà, il y a des choses comme ça à regarder, mmh. qui peuvent être très intéressantes, je pense, tout en faisant évidemment attention à, Bien sûr, pas faut faire dénaturer attention l'humain à et très cetera et encadré. cetera et cetera et cetera. Un usage Mmh. de l'IA qui a changé ta vie ces 12 derniers mois? Heu, ChatGPT, c'est mon coach nutritionnel. Tiens, voilà, je m'en sers, c'est pas mal. OK, donc tu as pas pris l'abonnement à Papa In Coach, toi, mais tu as pris Heu, ChatGPT pour faire ton coach voilà. nutritionnel. Ça Très marche, bien. ça marche extrêmement bien parce que comme tout entrepreneur, je pense que ça, Ouais, ouais en et moi, je peux fait, te tu dire te qu'à laisses aller 50 souvent. ans, il faut que je Ouais. fasse très attention maintenant et donc je vais suivre ton conseil. Dernière question pour toi, mais je pense que je connais déjà la réponse. Tu es plutôt team ChatGPT, Claude ou le chat? Bon, ils sont tous bien, enfin, évidemment, mon côté français a envie de dire le chat. Il se trouve que, bon, là, je te parlais de ChatGPT parce que c'est celui que j'utilise pour pour mon coaching.
Tu as été pris en flagrant délit d'utiliser ChatGPT. Bah, disons que tu as une fonctionnalité, après, en fait, tout ça va arriver à parité, mais tu vois, si tu as un truc qui marche hyper bien, c'est comme tout le monde, je suis pas du tout un aficionado du comptage de calories hyper strict, machin, mais bon, juste, je sais que comme beaucoup d'entrepreneurs, je me laissais aller, donc tu comptes pas les heures, tu fais de la malbouffe, tu compenses, etc. Mais tu as la flemme de compter parce qu'il faut que ce soit simple. Et c'est vrai que le petit côté multimodal de, tu sais quoi, je te fais un petit vocal à la fin pour dire, tiens, tu sais quoi, aujourd'hui j'ai un peu déconné, j'étais un cocktail et puis j'ai fait ça, et je me souviens plus trop, mais il y a 3 petits fours. Tiens, d'ailleurs, et là j'ai pris une photo du plat qu'il y avait à midi parce que j'étais au resto. Combien ça fait de calories? Voilà, dis-moi globalement, et c'est pas mal, tu vois. Et puis en plus, ça se souvient tout seul, et puis je me dis, bah voilà, et ça me dit juste, tu sais quoi, demain, fais un peu gaffe, et puis. Ça marche. Merci beaucoup, Paul, pour cette heure passée ensemble. C'était génial de pouvoir parler de Tech for Good avec toi. Bon courage pour la suite. Tu es encore tout jeune, donc c'est que le début d'aventure. Bon courage à ta boîte. Et puis, j'espère que tu auras l'occasion aussi, avec ce podcast, de trouver plein de belles associations que tu pourras encore les aider à progresser. Merci pour l'accueil, c'était un plaisir. À bientôt. Je vous retrouve très vite pour le prochain épisode du podcast Allegria. Bonne journée à tous.